plusieurs procédés. Les magistrats, dans certains contextes, ont peur d'être renvoyés à l'intérieur du pays. Pour dire que si je vais à l'encontre, ou d'autres même pensent que qu'est-ce que l'exécutif va dire, qu'est-ce que tel va penser pour si je rends une telle décision. Comme le rappelait un ancien président de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire qui est décédé, il dit le magistrat, le juge, homme de droit, doit être droit. Il ne doit, en rendant sa décision, n'avoir de réflexe que la loi. Parce que dès que tu penses à autre chose, à ce que l'environnement va dire, à ce que l'autorité de nomination va faire, mais vous n'allez jamais rendre une décision de justice saine, ou vous allez être éventuellement dans le déni de justice. Donc, il y a ça, des suspensions qui sont en l'air, des renvois à l'intérieur du pays, comme si, quand on prête serment, l'on n'accepte pas l'on ne prête pas serment pour aller servir dans tout le pays, pour la République. On doit se départir de cela pour pouvoir y aller. Il appartient aux hommes de droit sur lesquels fondent les espoirs de nos démocraties, de nos institutions, de la survie même de notre nation, pour que l'Afrique puisse bouger. C'est pourquoi je vais vous rappeler une citation de mon admirable et distingué confrère du barreau du Sénégal, Maître Clédor Ciré Ly, avec lequel j'assure la défense de certaines personnes injustement incarcérées. Lors de sa plaidoirie dans le dossier Khalifa Sall, il a dit ceci, Monsieur le Président, il dit « Juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. » Le magistrat doit être courageux. Parce que dans tout procès, les intérêts sont en jeu. Les intérêts. Rien qu'à voir l'acharnement de certaines parties civiles. On a l'impression parfois qu'ils défendent un parti politique. Mais on comprend parce que ce sont des leaders politiques qui ont dirigé la foule vers le stade. C'est normal qu'ils soient représentés. Il dit, juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. Il dit, pourtant l'Afrique dispose d'institutions juridiques mises entre les mains des juges auxquels l'on ne demande qu'une seule chose, le courage de les appliquer dans leurs pays respectifs. Il poursuit des principes des controverses constitutionnelles et les principes et directives du droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à côté du Pacte international des droits civiques et politiques, sont plus que des instruments, ce sont des armes qui permettent aux juges d'émanciper la justice en Afrique. En jugeant sur la base des obligations internationales qui engagent son État, qui garantissent aux citoyens le droit à un procès équitable. Il poursuit en disant que s'il est vrai que la justice sera toujours un idéal pour l'humanité, ne cessera d'aspirer, il est tout autant vrai qu'il faut des sacrifices d'hommes de justice. Car il existera toujours des hommes et femmes qui abuseront de leur pouvoir pour manipuler et se servir de la justice sans jamais servir cette dernière. Il poursuit, Monsieur le Président, en disant que si l'Afrique ne peut encore compter sur ces hommes politiques qui ont des ambitions démesurées, inconciliables avec les aspirations des peuples, l'Afrique ne désespère pas de ses juges qui possèdent le pouvoir réel dont ils n'ont pas toujours conscience. Celui d'ordonner que l'on arrête ou que l'on libère. Mais faudrait-il que le juge fasse un choix irrémédiable,
dans l'exercice de son office, celui de soutenir le glaive de l'injustice et de l'arbitraire, ou celui de brimer l'âne qui opprime. Dans tout ce récit, ce éminent confrère insiste avec insistance sur le courage du magistrat. J'ai dit aux partis civils et au ministère public que ce n'est pas à eux de faire appel à votre courage. C'est à nous. C'est à nous de faire appel à votre courage. Parce que le client que nous défendons, le capitaine Dadis, est un symbole. On a même entendu dire des partis civils ici que même si on n'a que le capitaine Dadis, ça va. Quel mépris, quel acharnement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la justice qui est recherchée par ces partis civils. Ce qui est recherché, c'est la condamnation d'un ancien chef d'État. C'est-à-dire pour eux, si vous le faites, vous êtes courageux. Mais si vous ne souhaitez que ça, pourquoi vous avez envoyé les autres ici? Si ce n'était que pour ça, on n'aurait pas besoin de discuter des éléments de preuve et autres là. Donc quand c'est dit comme ça, c'est la première fois qu'un pays juge son ancien chef d'État. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Guinée pendant des années. Maintenant qu'on a un ancien chef d'État ici, voilà, c'est l'occasion rêvée. Quand même. C'est pas ça qui va permettre au tribunal d'entrer en condamnation du capitaine Dadis. Le capitaine du tribunal va évaluer les preuves que vous allez lui soumettre en toute objectivité et en toute impartialité sur la base des règles de procédure établies à cet effet. Donc, c'est nous qui interpellons au courage. Et c'est pour ça que nous disons que la pratique judiciaire consiste à mettre tout sur le dos de l'exécutif. Même si je sais qu'il n'est pas étranger, il est toujours présent. Il est aux aguets. Surtout quand un magistrat a une décision qui ne leur est pas favorable et qui a la moindre occasion, on tape tout de suite, même si on doit paralyser toute une juridiction. Il sera là, hein. C'est pourquoi la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir doit se battre pour résister face à la volonté de domination de l'autre pouvoir. C'est ce que disait Montesquieu. C'est ça le pouvoir qui arrête là le pouvoir. Et le pouvoir que le juge dispose, c'est un pouvoir redoutable. Et ils doivent en avoir conscience que l'autorité de nomination là peut aller en prison à travers la signature simplement du magistrat. Parce que il rend sa décision non pas au nom de l'autorité de nomination, mais au nom du peuple de Guinée, qui inclut tout le monde, y compris toute nomination. Monsieur le Président, honorable associé, à cet instant précis, vous êtes en situation de montrer au peuple de Guinée que, et aux autorités actuelles, que vous êtes un digne magistrat, vous et vos ajusteurs. Vous êtes des dignes magistrats. Que vous avez été magistrat par mérite, sur la base d'un concours national, suivi d'une formation, à l'issue de laquelle formation vous êtes affecté à des fonctions pour dire que le droit, rien que le droit. Vous êtes en passe de montrer que l'espoir encore existe en notre justice. Si le Sénégal aujourd'hui est en paix, c'est parce que l'institution judiciaire a pris sa responsabilité. C'est parce que le droit a été dit
C'est ce que je rêve pour mon pays. Parce que sans justice, sans la garantie d'une justice juste et équitable, nous, on n'a rien à faire. Si moi, je dois venir au procès, je sais que les dés sont pipés d'avance. Je sers à quoi? Mes clients vont venir me chercher pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous interpellons. Et l'espoir est encore en vous, parce que vous n'avez pas été choisi par hasard. Il y a une raison pour laquelle on vous a choisi. Monsieur le Président, honorable assesseur, comme je l'ai dit, je voudrais vous inviter à examiner avec objectivité, indépendance et neutralité les faits ainsi que les éléments de preuve qui ont été contractuellement débattus au cours de ce procès pour aboutir à une décision juste qui garantira la paix. Qui garantira, j'insiste là-dessus, la paix. Parce que ce procès, au moins on est d'accord sur une chose, il n'y a pas de preuve présentée. J'aurai l'occasion, Monsieur le Président, au cours de ces plaidoiries, je ne manquerai pas de me prononcer sur ce que ce soit partie civile, que ce soit ministère public, appel preuve. Je vais les examiner dans les moindres détails. Et je le ferai sur la base de textes que nous avons, Monsieur le Président, et sur la base des jurisprudences que je vais produire à l'appui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous décline à présent les axes de mes plaidoiries, après ces propos liminaires. Je vais rappeler les faits. S'il y a une chose dont je suis d'accord avec la partie civile, ou certaines parties civiles, qui disaient que dans ce procès, chacun a ses faits. C'est vrai. Chacun a ses faits. Moi, les faits qui me concernent, ce sont les faits. C'est que mon client, le capitaine Moussa Dadis Camara, a fait avant, pendant et après les événements du 28 septembre. C'est ça les faits. Ce qui s'est passé au stade, je ne vais pas parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. En ce qui concerne mon client. Je peux comprendre que les partis civils en parlent, parce que leur client y était, ou d'autres confrères, peut-être de la défense. Mais moi, je ne peux pas parler du stade du 28 septembre. Pourquoi je vais parler de ça? Mon client n'y était pas. Je ne peux pas. Donc les faits sont ce qui concerne mon client. Je rappelle la procédure parce que elle me sera utile dans la discussion des points de droit qui ont été développés par nos adversaires. Je parlerai, Monsieur le Président, de l'inexistence et la non-imputabilité des infractions poursuivies à l'égard du capitaine Dadis, selon l'ordonnance de renvoi, et sur la base des faits qui ont été discutés à cette barre. J'ai prévu une rubrique sur la déconstruction des prétendues preuves brandies par l'accusation. Et enfin, je vais me prononcer sur la fameuse question de la requalification, que certains appellent question qui fâche. Ça irrite même. Mais je vous dirai pourquoi. Et avant d'en arriver là, je voudrais simplement le rappeler que sur cette question, Monsieur le Président, honorable assesseur, les arguments de la défense ont évolué avec pertinence et clarté. Nous vous produirons au cours de nos plaidoiries des jurisprudences sur la question. Parce qu'on le sait que notre code de procédure pénale, quand vous regardez là-dedans, il est très pauvre sur la question de la requalification.
Et la seule référence jurisprudentielle sur la question dans notre pays, c'est l'arrêt de la Cour suprême. Il n'y a que ça. Il n'y a aucune autre référence jurisprudentielle. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance, d'après mes lectures. Alors, Monsieur le Président, honorable associé, les faits tels que vécus par le capitaine Dadis. J'insiste là-dessus, les faits tels que vécus par lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, au décès du général président Lansana Conté, qui est intervenu à une période où il y avait une crise institutionnelle. L'Assemblée nationale, le mandat de cette Assemblée était arrivé à expiration, donc illégitime, du point de vue du droit ou politique. En même temps, le pouvoir exécutif fragilisé. On se demandait qui gouvernait notre pays. On se rappelle encore des événements de janvier-février 2007, qui a connu beaucoup de morts au pont 8 novembre, suite à une grève lancée par le syndicat et qui aboutit à la nomination d'un Premier ministre de consensus. Au décès donc du général, un groupe de militaires, en sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara, ont décidé de prendre le pouvoir, pour conduire le pays vers une transition démocratique, éviter ainsi un chaos qui s'installera ou qui s'installe dans le pays. Je rappelle, et je pense qu'on me le permettra, parce que le ministère public a fait une narration des faits, tronquée, teintée de contre-vérité et de complaisance. Je n'en ferai pas autant. Je défends la vie d'un homme, sa liberté, qui a une famille qui a besoin de lui. Je ne ménagerai pas mes mots. Ils ont donc pris ce pouvoir, Monsieur le Président, sans effusion de sang. Aucun Guinéen, aucun militaire n'a perdu la vie à cette prise de pouvoir. Quand j'interrogeais ici l'un des leaders politiques qui est partie civile à ce procès et qui est l'actuel Premier ministre, je lui ai demandé qu'est-ce que vous retenez de bon du président Dadis. Les vidéos existent. Je ne parlais pas des choses qui n'ont pas existé. J'ai une conscience professionnelle. Il dit, ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang, ce qui est rare. Et qu'à côté, au Libéria ou d'autres pays limitrophes, il y avait des tensions. Et qu'un coup d'État qui intervient dans ce contexte-là dans notre pays et que aucun individu, aucun citoyen n'ait perdu la vie, que c'était effectivement un mérite. Il a eu, pour ce temps, cet instant où il le disait, l'honnêteté intellectuelle de l'admettre, bien qu'il soit partie civile. Je reviendrai sur d'autres de ces déclarations. S'il n'était pas partie civile, je n'aurais jamais parlé de lui. Mais je n'ai pas le choix. Donc, on doit, parce que le ministère public, dans la narration des faits, a essayé de dire que le capitaine Dadis et ses hommes ont rompu l'ordre constitutionnel, ont pris le pouvoir par effraction, et tout, d'accord. Mais il devait avoir au moins, je ne veux pas aller une autre expression,
je vais dire que le ministère public devrait au moins dire que ce pouvoir a été pris sans qu'aucune personne n'ait perdu la vie. C'est un mérite. Ça veut dire que ce pouvoir-là ne pouvait pas avoir pour principe de gouvernance la destruction de l'espèce humaine, comme ça a été dit dans cette salle. Quand vous n'accédez pas au pouvoir à travers le sang, avec les mains, vous avez quel intérêt à gouverner avec ça? Vous n'avez aucun intérêt. Puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce contentieux. Puisqu'on lui a montré, aux yeux de toute l'opinion publique internationale, que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ça. Il a dit que quand il est parti à la RTG pour lire le communiqué, il a appris que vers, en ville ici, je ne me rappelle pas de l'endroit, que certains éléments avaient été arrêtés. Il dit qu'il ne lit pas le communiqué, il faut qu'il vienne d'abord régler ça avant de repartir, pour éviter qu'il y ait des accrochages au sein de l'armée, pour qu'il y ait une unité. Ça, c'est le capitaine Dadis que nous allons vous présenter à l'occasion de ces plaidoiries. L'unanimité donc s'est formée autour de lui. Il a été désigné pour diriger les destinées de notre pays pendant cette période transitoire. Quand il a pris le pouvoir, il a déclenché beaucoup de réformes, notamment la lutte contre la drogue et ainsi que d'autres criminalités financières. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que mon rôle, ce n'est pas de défendre un homme politique. Mon rôle, c'est de discuter des faits. Ce procès n'est pas un procès du CNDD, ni de la gestion du pouvoir du capitaine Dadis. Beaucoup de choses ont été rappelées. C'est pour dire, mais si on veut faire procès à une gouvernance, moi je connais beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses ici à la chute ou au coup d'État qui a été perpétré contre le président Alpha Condé. Beaucoup de choses ont été dites sur lui. Si on doit faire ce procès politique-là, moi ça ne m'intéresse pas. C'est le fait, 28 septembre. Donc, ces réformes, j'en passe, Monsieur le Président, honorable assesseur. La durée de la transition, c'était de 2 ans. Le capitaine, bien évidemment, a dit qu'il ne serait pas candidat, ainsi qu'aucun membre du CNDD et les autres. Monsieur le Président, honorable assesseur, en avril 2009, je crois que lors de son passage au Boulbinet, parce que ça a été utilisé autrement dans le cadre de ce procès, on est en avril, et les événements se sont déroulés en septembre. Et que c'est à cette occasion que le président a déclaré un discours en mettant en doute sa candidature. Certains ont estimé qu'il fallait se préparer, parce que c'est une lutte politique. Les hommes politiques, comme l'a rappelé ici Maître Diakité, n'ont pas la même perception des choses que nous. C'est différent. Eux, ils veulent aller à l'abbé. S'ils doivent finir avec leurs propres militants pour y aller, ils le feront, sans hésitation. L'homme politique, il le fera. Ce n'est même pas son problème. Alors, je lisais la dernière fois un passage dans le livre de Yamoussa Sidibé, lorsqu'il disait que le président Dadis disait qu'il était acculé de part et d'autre, de par ses proches, des leaders politiques. Les uns disaient qu'il faut se présenter, les autres disaient de ne pas le faire. Il était dans ce enclos-là, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et le Tibou Kamara a dit ici que le président a beaucoup de conseillers.
il y a plusieurs qualités, il reçoit des informations de part et d'autre, et la décision lui revient à lui seul. Parce que c'est lui qui a, Dieu a voulu que c'est lui qui a la destinée du pays. Dans tous les cas, dans ce livre, il a dit que j'ai toujours, à chaque fois que je parlais, je mettais la question en conditionnel. Et effectivement, le discours qu'il a tenu au Bourbonnais, il a dit si je veux, je serai candidat. Si je ne veux pas, je ne le serai pas. Cela a suffi pour prétexte pour organiser une manifestation à l'échelle nationale. Je vous dis, il faut se méfier des hommes politiques. Et je vais revenir sur ce que M. Bahouri a raconté ici autour de cette question-là. Le président Dadis s'est rendu donc à l'Abbé sur invitation des sages de cette localité où il a tenu un meeting au stade de l'Abbé. Monsieur le Président, pour reprendre un homme politique guinéen qui, en s'adressant aux journalistes, qu'on dirait que c'est une mousse qui les a piqués. Parce que le président Dadis était déjà populaire au sein de l'opinion, parce qu'il ne s'est pas comporté comme certains le font. Parfois, lui-même, il conduisait sa voiture. Ça veut dire beaucoup plus près des populations. Dans un pays où on a fait le culte de la personnalité en principe de vie, les gens voyaient ça autrement. Donc, un président qui conduit sa voiture, c'est normal qu'il soit populaire, que les gens viennent avec lui. Donc, le stade du 28 septembre, le stade de l'Abbé était plein, a craqué, et l'opposition a considéré que c'était l'un de leurs bastions, et qu'il fallait lui répondre. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pour ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. C'est rien d'autre. Donc il fallait, et Bahour l'a dit, il fallait démontrer que quand tu es avec l'aveugle, il faut qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste. Il faut que nous aussi, on fasse une démonstration de force pour montrer à l'opinion internationale, non, ce n'est pas que le capitaine Dadis qui a une légitimité, il a aussi quand même des leaders politiques ici qui ont une légitimité et qui ont quelque chose à démontrer. C'est dans ce contexte, parce qu'ils l'ont dit ici. Il a été dit que le capitaine Dadis a qualifié les leaders de faux leaders. Vous pensez que ça, c'est un élément constitutif d'infraction pour lequel il est poursuivi ici? Faux leader. Mais, quand même, ça a été dit ici, c'est des faux leaders. Si vous montrez à quelqu'un qui n'est pas légitime, il va se défendre, il va montrer. Ce sont des gens qui voulaient, parce que Thibault l'a dit ici, son fauteuil. Et comme l'a dit un leader politique devenu ministre, qui dit, bon, certains ont pensé que la transition, c'est d'enlever quelqu'un dans le fauteuil et faire asseoir d'autres. C'est M. Bahouri qui l'a dit. C'est aujourd'hui qu'il a compris ça. C'était lui le président du comité d'organisation de cette manifestation-là. Il était partie civile. Il a pris la responsabilité sur lui de venir à cette audience faire des déclarations. Et je parlerai de lui jusqu'à la fin de mes plaidoiries. Donc, à son retour de l'Abbé, mais avant ça, quand vous regardez le rapport de la Commission nationale d'enquête, et même la Commission d'enquête internationale, vous verrez qu'il est dit dans quelles conditions les préparatifs du 28 septembre ont eu lieu. Les manifestations en Guinée, mais c'est une manne financière, mais c'est de l'argent. Si vous voulez, les gens veulent manifester ici, c'est de l'argent qu'on prépare. L'idée, c'était de défier l'État. C'était ça l'idée. Mais malgré ce contexte-là, l'État quand même
avait pris des mesures, dont je vais revenir un peu plus dessus après. Quand le président a pris, dans la nuit du 27 au 28, que les leaders politiques tenaient à manifester, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cherché immédiatement à rentrer en contact avec M. Sidya Touré, le président de l'Union des forces républicaines, avec qui, il faut le rappeler, il avait des relations cordiales. Je le dis pourquoi? Parce que lors d'une déclaration au Palais du Peuple, c'est en ce moment il avait dit à Sidya Touré, vous pouvez être mon conseil économique, parce qu'il appelait les leaders politiques pour qu'ils donnent leurs propositions par rapport à comment le pays va être géré. Donc il avait cette harmonie-là, cette complicité avec M. Sidya Touré. Il a donc pris le téléphone de M. Thibou Camara, et je suis convaincu que, quand j'ai posé cette question au président, il disait que non, mais je ne savais même pas que c'était Thibou. Il savait qu'il ne se rappelait même pas du téléphone de qui il avait pris pour appeler. Donc il a pris, il a pris le téléphone pour joindre M. Sidya Touré, pour lui demander deux choses. Deux choses. Premièrement, de délocaliser, d'accepter de reporter la marche au 29. C'était une prière. Accepter de reporter au 29. Et accepter en même temps de délocaliser au stade de Nongo. Mais c'était une démonstration de force. Mais on peut le faire là-bas. Les politiques, c'est ça. Le capital d'un homme politique, c'est la masse. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous autres? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en eux. Donc, il fallait faire cette démonstration de force. Sidya Touré, disant qu'il ne peut plus joindre les autres leaders politiques, et finalement, la conversation s'est interrompue, et Thibou l'a dit ici à cette audience, ils l'ont rappelé. Et finalement, ils ne l'ont plus eu. Paradoxalement, c'est les déclarations de M. Thibou Camara qui sont au dossier, et il est venu ici. Au même moment, quand je lui ai posé la question ici, est-ce que vous avez essayé de joindre d'autres leaders? Au même moment, il dit oui. Il dit mais le téléphone était déjà éteint. Au même moment. Parce qu'il savait que le président allait chercher à joindre d'autres leaders. D'autres leaders. On dirait que si on ne manifestait pas ces jours-là, c'était la fin du monde, quoi. Alors, donc, les leaders politiques n'ont pas accepté. Et Baouri l'a rappelé ici que quand il est parti, parce qu'il était question de se retrouver sur Jean-Marie Doré, où les leaders religieux devaient continuer la médiation. Et là-bas, Sidya Touré a dit que le président a essayé de les joindre. De les joindre, il dit, mais la conversation a été interrompue. Donc, il a donc prié les forces vives qui n'ont pas voulu de repousser la manifestation ou de délocaliser, parce que le stade a été fermé à l'époque, et ça, la preuve a été rapportée à cette audience-là. Parce que la Guinée devait jouer avec le Burkina Faso. Donc il fallait mettre le stade en état pour qu'on puisse faire. Est-ce que dans ce contexte-là, raisonnablement, pour quelqu'un qui est de bonne foi, est-ce qu'on peut tenir un meeting dans un contexte pareil? Aujourd'hui, on est l'actualité. Et Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, le Syrie national va jouer au Maroc, dans un stade. Parce que nous, notre stade ici, ce n'est pas homologué. Ce n'est pas une fierté. Un pays qui a été dirigé par le président Ahmed Sékou Touré. Cette fierté d'être guinéen, ce n'est pas notre fierté, ça. Donc, c'était dans le même contexte. Donc, il fallait mettre le stade dans... C'est comme si aujourd'hui, les opposants disent, ou bien les leaders politiques disent, bon, on veut manifester au stade de Nongo. Vous pensez que l'autorité acceptera ça? Non pas parce que vous manifestez contre moi, mais on vous dira, mais il y a un autre endroit peut-être où il faut manifester, même si aujourd'hui tout le monde est cloîtré
dans son siège, le principe de liberté, d'association est bafoué. Vous ne pouvez même pas manifester ailleurs. À plus forte raison, un stade qui est en rénovation. Vous pensez que dans ce contexte-là, aujourd'hui, si on répétait l'histoire, que cela aurait été possible? Non pas parce que le président actuel serait de mauvaise foi, mais parce qu'un homme responsable, il ne l'accepterait pas. Parce qu'il dirige quand même une république, un pays qui a des normes. Ce n'est pas une jungle où on peut faire ce qu'on veut parce qu'on veut défier l'autorité de l'État. Parce que quelqu'un, on soupçonne, on suppose que l'intéressé dit que je vais être candidat, ben il fallait... Le stade de la rénovation, la guerre ne joue pas ici. La dernière fois, j'ai vu un jeune dire que mais quelle fierté vous avez, alors que notre pays est en train de jouer au Maroc. Pourquoi? C'est dans ce contexte. Je parle de faits. Ce sont des faits, ça. Ça, c'est passé. Parce que ce sont les deux propositions qui leur avaient été faites. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, donc, ils ont choisi cette date-là, qui nous est chère à tous, 28 septembre 2009, pour marquer leur opposition ou faire leur démonstration de force à la communauté internationale. Alors, les leaders n'ont pas voulu et l'appel aura été vain. Ils ont décidé de descendre dans la rue avec les manifestants. Mais avant, Monsieur le Président, l'État républicain, l'État responsable avait pris une série de mesures. Et ces mesures étaient des mesures préventives, des mesures, Monsieur le Président, de police administrative qui relèvent, bien entendu, des autorités, des polices administratives. Ce sont ces mesures qui ont été prises. Parce que, je reviens là-dessus, pourquoi j'explique les faits en détail? Parce que, pour moi, la démonstration juridique qui est la plaidoirie doit être fondée sur la confrontation des faits au droit, qui permettra au juge de rendre une décision. Pas de spéculer. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la démonstration juridique. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'il a été dit ici qu'aucune mesure n'a été prise. Et au même moment, on dit oui, le président Daris, c'était le commandant en chef de force d'armée, c'était le chef de l'État. Donc tous les péchés d'Israël, il faut qu'on lui attribue. Il n'a rien fait, il n'a pris aucune mesure. Il a failli partout, pour reprendre les propos de mon grand frère. Mon grand frère Gassimou, c'est lui, j'ai reçu beaucoup de choses de lui. Bon, aujourd'hui j'ai pris la permission avant de venir plaider ici, parce que la charte des Kouroukan-Foucault impose à ce que les jeunes puissent respecter les aînés. Je vais le faire avec un style approprié, pas celui utilisé par le confrère de la partie civile. Parmi les mesures prises, le gouvernement a fait un communiqué interdisant toute manifestation le jour du 28 septembre. Ce seul jour, nous vivons dans un contexte d'interdiction générale et systématique de toute manifestation. Maintenant là. Mais lui, le péché de son gouvernement, c'était d'interdire le seul jour-là. Le seul jour-là. Mais après, moi, je me pose la question, pourquoi Dadis? Pourquoi lui? Pourquoi? Même ce qu'un procureur de la République doit faire, on dit non, il n'a rien fait pour qu'il le fasse. Mais un procureur de la République qui constate la commission d'infractions, les infractions qui ont été commises au stade, qui n'était pas au courant de ça? C'est même pas loin du tribunal de Dikin. C'est-à-dire qu'il a dit au procureur de ne pas engager des poursuites.
Nous y reviendrons. Donc il y a un communiqué interdisant le seul jour-là, Monsieur le Président. Après, le chef d'état-major général des armées a confirmé ici, le général Sano, le casernement des militaires décidé par le président via son ministre de la Défense, qui a instruit à son tour le chef d'état-major général des armées, qui a présidé une réunion à cet effet avec ses hommes et sa hiérarchie. Il a dit ici, il dit que lui, il ne recevait pas d'ordre directement du président d'Addis. Nous allons revenir là-dessus sur la chaîne de commandement. Je crois que Maître Jokame fera une démonstration sur la question. Il dit qu'il recevait des ordres directement du ministre de la Défense. Ça veut dire que le ministre de la Défense était dans cette délégation du pouvoir du chef de l'État et qui avait tout à fait donné des instructions au chef d'état-major général des armées pour caserner tous les militaires. À votre avis, puisque ce procès est tenu devant l'opinion publique nationale et internationale, Monsieur le Président, honorable assesseur, à votre avis, pourquoi un État sérieux déciderait de caserner les militaires le jour d'une manifestation? Pourquoi? C'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, honorable assesseur, que votre tâche, elle va être difficile. Elle va être difficile parce que les uns et les autres ont dit que vous êtes jugés non seulement par nous ici, mais par l'opinion publique. Pourquoi un État républicain le ferait? Pourquoi? Caserner les militaires en prélude d'une manifestation interdite. Monsieur le Président, tous les officiers qui se sont succédés ici ont dit que des consignes fermes ont été données à la hiérarchie militaire, aux militaires, que la manifestation ne sera, l'interdiction, le principe de l'interdiction ne sera appliqué que par la police et la gendarmerie, qui devait être, ou qui a été déployée dans les grands carrefours pour empêcher tout regroupement et disperser les manifestants, à travers bien sûr les armes conventionnelles, donc les grenades lacrymogènes et autres. À cet effet, la police avait posté un dispositif de 1200 agents et la gendarmerie 1270 hommes. Ce sont des faits qui sont au dossier. Je n'invente rien. Au-delà de ça, Monsieur le Président, parce que je suis dans les mesures préventives de la manifestation, on dit qu'il n'a rien fait. La note de service en date du 11 septembre 2009, prise par le directeur général du stade, portant fermeture du stade du 28 septembre en vue des préparatifs du match Guinée-Burkina Faso. Cette note-là existait, c'est au dossier. Mais on dit là-bas, il faut tenir la manifestation là-bas. Ça veut dire qu'on était prêt déjà à la confrontation. Les leaders politiques qui sont partis civils là, qui d'entre eux accepterait ça? Qui? J'ai posé la question ici à M. Baouri. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il dit, non, quand tu estimes qu'une stratégie n'est plus adaptée et autre là, donc il faut la changer. Et ça se comprend. Ça se comprend. Et la dernière fois, j'ai entendu également M. François de Sonifal dire que l'actuel Premier ministre a dit, c'est parfaitement dans quel contexte les événements du 28 septembre sont intervenus. Il rappelle ça à son collègue parti civil. Ils étaient tous là-bas parce que c'est eux qu'il sait et que tout ce qui arrivera, il en prendra la responsabilité parce que c'est lui qui parle de glissement de calendrier. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis en train un peu de confronter les faits qui ont été discutés ici à la personnalité des personnes qui se prennent comme étant des partis civils.
C'est pourquoi je dis que j'ai énormément de respect pour ces victimes. Énormément de respect pour ces victimes. Je suis très touché par ces jeunes, par ces dames qui ont été victimes de ces atrocités-là. Si elles savaient quelle est la mentalité réelle d'un homme politique, je sais ce qu'elle aurait fait, ces jeunes gens qui ont perdu la vie. Monsieur le Président, la note de service du ministre, du directeur du stade a été confirmée par une note par le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Emploi jeune. Il est venu ici, M. Istokera. C'était un témoin. C'est un témoin du parquet. Je vais revenir sur la question des témoins. Vous savez, il y a un procédé par lequel vous laissez l'accusation avec ces témoins. Si les témoins de l'accusation ne sont même pas suffisants ou pertinents pour étayer leur accusation ou pour asseoir la conviction du tribunal, moi, avocat de la défense, avec mon client, je vais chercher quel témoin. Témoin de quoi? C'est pourquoi le capitaine Dadis, on n'a jamais présenté le témoin. On n'a pas besoin. Si vous prenez des témoins que vous considérez à charge, qui viennent ici, déchargez nos clients. Nous, on fait quoi? Monsieur le Président, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, a interdit toute manifestation à caractère politique sur toute l'île du territoire national jusqu'au 2 octobre 2009. À la même date, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre de la fonction publique et de l'emploi jeune a déclaré la journée du 28 septembre férié, chômé et payé sur toute l'île du territoire national. J'ai entendu ici que le 28 septembre n'a pas été un jour férié, c'est vrai. Vous savez, les faits, il ne faut pas les tronquer. Quand c'est vrai, il faut dire. Chacun doit être sincère. C'est comme les témoins qui viennent ici. C'est ça la sincérité. Oui, mais l'autorité administrative a décidé de déclarer ce jour-là férié, chômé et payé. C'est clair que si un décret ou un arrêté est pris aujourd'hui pour dire que demain c'est férié, ce procès-là ne se tiendra pas. Les gars ont considéré que ça, c'est notre crime. Malgré ces mesures prises par l'État républicain, les manifestants dirigés par les leaders politiques ont bravé l'interdiction, d'où les événements malheureux du jour fatidique du 28 septembre. Informés de la situation, pendant que les actes, les faits étaient déjà accomplis, j'insiste là-dessus, le président a immédiatement instruit son ministre de la Santé publique de prendre en charge tous les blessés dans les hôpitaux publics et au ministre de la Défense et des Finances de débloquer des finances. À ce fait, ces instructions ont été suivies des faits car le ministre des Finances d'alors a débloqué une somme d'1 milliard de francs guinéens pour le soin des personnes qui ont été blessées. Le même jour, Monsieur le Président a, sur les ondes de la télévision nationale, et nous avons fait projeter cela à l'audience ici, une adresse à la nation. Voilà une autre, quelque chose qui m'a encore dérangé. On va vous interrompre. Ok. L'audience est suspendue pour 5 minutes. Merci.